Ce diaporama est destiné aux concepteurs de e-formation. Le net abonde de messages comme vous pouvez lire sur cette diapositive. Pourtant, s'il suffisait simplement de créer des outils pour motiver les apprenants, pourquoi, dans le cas des MOOC, seulement 10 à 14% des inscrits réussissent? Dans l'objectif de démontrer la dynamique possible des acteurs dans un collectif, nous étudierons plus particulièrement trois théories majeures de la motivation, à savoir l'autodétermination, l'auto-efficacité et l'autotélisme. Pour bien comprendre la théorie de l'autodétermination, il est important de procéder à une classification des types de motivation. Nous avons la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et la motivation. Pour expliquer de manière concrète ces termes, prenons comme exemple le footballeur Lionel Messi, qui un jour a dit que l'argent n'était pas un facteur de motivation. Il n'est donc pas dans la motivation extrinsèque. Il ne joue pas mieux parce qu'il aime l'argent, mais parce que le simple fait d'avoir un ballon dans les pieds le rend heureux. Il est motivé parce qu'il pratique un sport qu'il aime et que même s'il n'était pas footballeur professionnel, il jouerait volontiers sans être payé. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Deci et Ryan en 1985 ont proposé l'existence de 4 formes de motivation extrinsèque plus ou moins autodéterminées. Les régulations intégrées et identifiées sont considérées comme des formes de motivation autodéterminée, alors que les régulations introjectées et externes sont des formes de motivation non autodéterminées ou contrôlées. Ainsi, la motivation intrinsèque se situe à une extrémité alors que la motivation, absence de motivation autodéterminée, se trouve à l'autre extrémité. Les besoins physiologiques fondamentaux sont des éléments permettant d'avoir un bon fonctionnement de la formation. On en repère trois principaux: le besoin d'autonomie, le besoin de compétence, le besoin d'appartenance. Nous allons survoler rapidement ces trois besoins. Le besoin de compétence, ce qui stimule la curiosité, le goût d'explorer et de relever des défis. C'est quand l'apprenant recherche et persiste dans une tâche dont la difficulté est adaptée à ses capacités, et quand il démontre de l'intérêt pour tester, s'informer sur, développer, étendre, évaluer ses capacités. On peut pour cela voir les travaux de Reeve, Deci et Ryan de 2004. Le besoin d'appartenance, besoin de se sentir connecté avec d'autres personnes de son environnement social, d'accorder et ou de recevoir de l'attention de la part de personnes significatives pour soi, et d'appartenir à une communauté ou à un groupe social. Pour cela, il faut valoriser les échanges entre les apprenants et les formateurs, et les échanges dans les projets de groupe. L'autonomie réfère au sentiment de se sentir à l'origine ou à la source de ses actions, de sorte qu'elle est en congruence avec elle et qu'elle l'assume entièrement. C'est donc donner la possibilité à un apprenant de se fixer les principes et les règles de conduite pour choisir son parcours personnel. Pour ce faire, les apprenants doivent pouvoir se construire des parcours réalistes et atteindre les objectifs fixés en mobilisant les ressources nécessaires, les méthodes appropriées, les relations nécessaires et une auto-évaluation. S'accaparer l'espace de liberté et de responsabilité mis à leur disposition, être partie prenante de leur parcours scolaire. Pour obtenir le sentiment d'autonomie optimale, les apprenants doivent se sentir compétents, avoir à leur disposition des ressources éducatives, mobiliser leurs connaissances, avoir ou se sentir en autonomie, avoir une liberté de choix dans leur apprentissage, se sentir responsable, et appartenir à une communauté, réseau social entre pairs. Et c'est en combinant la motivation et le sentiment d'autonomie que nous pouvons amener les apprenants à établir eux-mêmes leur agenda d'apprentissage, prendre des initiatives, développer leur capacité à évaluer leurs apprentissages. Si les besoins sont satisfaits, alors cela catalyserait en retour une motivation autodéterminée, ce qui augmente la propension à un apprentissage durable et de performance accrue. Voir les travaux de Deci et Ryan de 1985. Le sentiment d'efficacité personnelle agit donc sur de nombreux processus tels que la motivation, la gestion du stress, la mise en action, l'apprentissage. C'est-à-dire que si l'apprenant voit tous ses besoins fondamentaux satisfaits, alors son auto-efficacité et sa motivation ont plus de chances d'être élevées. Idem pour son engagement et sa fidélité dans la formation. Intéressante pour le e-learning car elle fournit un cadre théorique pour motiver les apprenants, quel que soit leur profil culturel. Un apprenant ne fera pas une activité de e-learning pour le plaisir qu'elle lui procure. Or, la théorie de l'autodétermination s'intéresse notamment à l'amélioration de l'engagement d'un apprenant pour ce genre d'activité. Auto-efficacité, sentiment d'efficacité personnelle. Ces facteurs n'interviennent pas forcément au même moment ni avec la même intensité. Ils varient en fonction des personnes et des situations. L'influence de l'environnement sur les comportements reste essentielle, mais une place importante est faite aux facteurs cognitifs,
ceci pouvant influer à la fois sur le comportement et sur la perception de l'environnement. Cette perception est en effet plus déterminante que les conditions réelles dans lesquelles se trouve l'individu. L'efficacité personnelle ou l'auto-efficacité n'est pas un trait de personnalité inné et stable. En effet, on peut se sentir compétent dans un domaine et non dans un autre. Par exemple, dans la catégorie sport, on peut être doué au basket, mais pas à la natation. Idem sur les formations e-learning. Ainsi, plus l'apprenant aura confiance en sa capacité à exécuter des tâches scolaires, plus il s'orientera vers des activités qu'il perçoit comme des défis personnels. Voir les travaux de Bandura en 2007. Selon Bandura, l'être humain n'est pas simplement l'hôte et spectateur de mécanismes internes orchestrés par des événements du monde extérieur, il est aussi l'agent plutôt que le simple exécutant de l'expérience. Les systèmes sensoriels, moteurs, cérébraux constituent les outils auxquels les personnes ont recours pour réaliser les tâches et atteindre les buts qui donnent du sens, une direction, une satisfaction de leur vie. L'agentivité en e-learning se traduit par l'effort déployé ensemble pour atteindre ce but. Cet effort consiste à définir des modalités de fonctionnement de la collaboration à distance, à adapter et à conduire une démarche conjointe et commune de résolution de la situation problématique. Les prédictions. L'imagination de l'avenir a un impact sur le comportement actuel de l'individu. En agissant sur les prédictions, on peut renforcer le sentiment d'efficacité personnelle et éviter l'écueil de la résignation apprise. La dernière théorie qui nous reste à étudier est l'autotélisme et le flow. Le flow se manifeste souvent quand il y a perception d'un équilibre entre ses compétences personnelles et la demande de la tâche. Pour faire le lien avec la motivation, on peut dire qu'une expérience de flow est un niveau très élevé de motivation intrinsèque. Les résultats des recherches réalisées par Csikszentmihalyi auprès d'alpinistes, de compositeurs, de joueurs d'échecs démontrent que l'on peut exercer une activité rien que pour le simple plaisir de les faire, sans recherche de gratification. On parle alors d'expérience optimale. Ce schéma reprend les points essentiels pour être un état de flow. En premier, la tâche doit être précise et représentant un défi atteignable. La cible clairement identifiée. Une concentration intense sur l'exécution de la tâche est importante. Possibilité de réaction immédiate. Contrôle intense sur les actions entreprises. Altération de la perception du temps. Absence de distraction pour un engagement profond. Et faible préoccupation de soi. Poursuivant les recherches de Csikszentmihalyi, Becker définit le flow au travail comme étant une succession de courtes périodes d'expérience optimale caractérisées par l'absorption, le plaisir dans le travail et une motivation intrinsèque dans ce travail. L'absorption fait ici référence à un état de concentration totale dans lequel se trouvent les personnes durant leur travail. Pendant ces périodes, le temps suspend son vol. Ils oublient totalement tout ce qui peut se trouver autour d'eux si cela n'a pas de relation étroite et directe avec l'action en cours. Ces trois théories vont nous permettre d'étudier la persistance à vouloir travailler et à apprendre avec des autres dans des contextes variés, notamment via les communautés d'apprenance en ligne. Selon Fenouillet, l'introduction des modèles volutionnels installe un changement paradigmatique. La motivation ne cherche plus simplement à expliquer le comportement, mais aussi la persistance de l'action, la volition. Cette dernière peut ainsi être envisagée comme une succession de comportements. Dans cette perspective, une action ne peut persister que si elle est entretenue et entretient en retour la motivation. Hutt, en 2015, a élaboré ce modèle. Quand les besoins fondamentaux issus de la théorie de l'autodétermination sont insatisfaits, on assiste à un développement du sentiment d'efficacité personnelle, le CEP. De ce fait aussi, un sentiment d'efficacité sur le collectif se met en place. Ce modèle, qui se veut dynamique, démontre que si le CEP et le SEC sont entretenus, les travailler ensemble, vont s'investir plus dans leurs tâches, on parlera alors de flow. En résumé, pour concevoir un dispositif de e-learning, le porteur du projet peut s'appuyer sur ces 10 indicateurs. Pour conclure, l'outil en soi n'est rien si on ne peut pas vérifier le sentiment d'efficacité collectif et donc favoriser le sentiment d'efficacité personnelle.